sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Je la félicite. Arracaille, aujourd'hui va consacrer sa partie artistique à Jean Grave, un camarade anarchiste du 19e, du 20e siècle. Piquet-Coup va vous en causer dans le poste d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment... On a assisté à une conférence, voilà, c'est quelque chose de sérieux, hein. Et Piquet-Coup en est sorti complètement sur son nuage. Il n'est pas encore redescendu d'ailleurs, malgré la pluie et tout ça, il est toujours là-haut. Voilà, donc elle va vous en causer là, dans le poste pour vous préparer à réviser votre histoire de l'anarchie. Ouais. Dans la conférence, c'était très intéressante, effectivement. C'est Bertrand Tillier, hein, qui nous a fait cette conférence. Et sinon, je vais revenir un petit peu, je parlerai de Bertrand Tillier juste avant de lancer l'enregistrement. Alors, je voudrais reparler un petit peu de Jean Grave, qui était Jean Grave, hein. Alors, Jean Grave, lui, il est né en 1854, hein, c'est un fils de meunier qui était lui-même savetier et qui est devenu après journaliste révolutionnaire. Alors, pendant la Commune de Paris, il est jeune cordonnier. Et là, son père l'emmène assister aux réunions blanquistes. Donc, il a eu d'abord des affinités socialistes et il est devenu anarchiste à partir de 1880. Quand il est au congrès de la Fédération du Parti des Travailleurs de France, et là, il a déclaré quand même préférer la dynamite au bulletin de vote. Donc, voilà, il va aussi chercher à mettre sur pied un bulletin des groupes anarchistes. Et c'est donc Élisée Reclus qui va sentir en lui un bon potentiel et qui lui propose de reprendre l'animation de la revue Le Révolté. On est en Suisse, hein, c'est à Genève. Et donc pendant 1 an et demi, Jean Grave va travailler sur cette revue. Puis il revient sur Paris, il s'installe rue Mouffetard. Donc là, il poursuit la parution du Révolté. Le Révolté va devenir La Révolte. Alors pour échapper à une amende, il faut qu'il change de nom. Et il va faire même un supplément littéraire qu'il ajoute à cet hebdomadaire. Et cette revue devient quand même un des titres de référence de l'anarchisme. Alors, Jean Grave est un ouvrier autodidacte, hein, il est talentueux et il attire de belles plumes comme Octave Mirbeau, Zodaxa, entre autres, et pas mal d'illustrateurs reconnus. Donc ça, on verra tout à l'heure, justement, c'est toutes les lithos qu'on a pu voir dans cette exposition. On peut citer rapidement Pissarro, Luce, Cross, Stenlen. Donc Jean Grave va s'opposer aux tendances illégalistes et individualistes des anarchistes. Alors certains vont accuser son équipe d'un peu trop de tiédeur. Et puis après, lui, il est condamné en juin 1891 à 6 mois de prison et 100 francs d'amende pour un de ses articles sur le massacre de Fourmies. Il est donc emprisonné à Sainte-Pélagie et c'est là qu'il va rédiger son ouvrage « La société mourante ou l'anarchie ». Et c'est une vulgarisation des thèses de Kropotkin auxquelles il est très lié. Et cette parution lui vaut d'être à nouveau condamné aux assises. Donc il va purger 2 ans de prison à Mazas et à Clairvaux. Et là, il paye 1000 francs d'amende. Il est assigné à comparaître au procès des 30. Il va être acquitté. Et il publie en 1894 le premier numéro des Temps Nouveaux, donc la revue qui nous intéresse aujourd'hui. Il écrit par ailleurs pour les enfants, c'est une utopie libertaire qui va s'appeler Les Aventures de Nono. Donc c'est un livre qui va être utilisé dans toutes ces écoles à pédagogie plus moderne. Bon, en France, il n'aura pas un grand retentissement. Et par contre, là, sa vie, ses opinions basculent parce qu'en 1916, il va être l'un des signataires donc du manifeste des 16 c'est en 14 je crois, qui réunit plusieurs militants anarchistes de longue date et là qui affirme donc le soutien au gouvernement et la participation et qui pousse à la participation à la guerre contre l'Allemagne, qui sont jusqu'au boutiste, quoi. Voilà, c'est le ralliement à l'Union sacrée. Voilà, ça c'est un petit peu dommage quand on est un peu porté par sa vie, par ses actions. Et faut que ça bascule et on voit qu'il y en a beaucoup de toute façon qui vont basculer dans cette union sacrée. Hein. Donc les Temps Nouveaux, ça c'est le journal donc qu'il a fondé en 1895. Alors au départ c'était un petit journal un petit 4 pages, hein, ce qui est devenu un 8 pages par la suite avec le supplément littéraire. C'était plutôt un hebdomadaire. Au départ il y a des parutions qui pouvaient être bimensuelles, ça dépendait un petit peu des fonds qu'ils avaient. Il y avait un tirage moyen qui était de 7000 numéros.
Et puis le journal, quand il manquait un petit peu d'argent, est devenu bimensuel entre 1909 et 1911. Après, il est redevenu hebdomadaire, enfin jusqu'au début août 1914. Et il fait suite donc aux journaux donc Le Révolté et La Révolte. Et il est en partie financé par Jean Grave. Il a des droits d'auteur sur son livre La Société mourante et l'anarchie. Il a également un ami argentin qui participe au financement et puis des dons de ses compagnons anards. Donc il y a de nombreux collaborateurs qui vont participer. Il y a eu 982 numéros du journal et donc de nombreux illustrateurs. Donc on peut citer Auguste Rouby, Hermann Paul, Stenlen, Luce, Félix Vallotton, Signac, Camille et Lucien Pissarro, les enfants aussi, donc Lucien l'enfant, Ludovic Rodot aussi, Pissarro un enfant, Charles Engrand, Risselberger. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, la plupart des animateurs du journal donc, se rallièrent à l'Union sacrée lors de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est le manifeste des 16 qui va suspendre la parution des temps nouveaux, quoi. Donc ce journal va connaître après une deuxième époque jusqu'en 1921 avec des co-signataires donc, de ce manifeste des 16. Et puis cette revue s'arrêtera faute de subsides. Elle fera que 24 numéros dans sa deuxième période, quoi. Bien. Donc la conférence qu'on est allé écouter, que j'ai enregistrée, qu'on va vous diffuser sur 2 émissions, elle durera 1h15. Donc là, on va la diffuser en 2 parties et après, on en remettra une dernière partie la semaine prochaine. Donc Bertrand Tillier, lui, est un professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et il a pratiquement ses enseignements touchent à tout ce qui est culture visuelle, histoire des médias. Et ses recherches portent sur les rapports entre l'art, l'image, la politique. Donc, il s'est intéressé à la Commune de Paris, à l'affaire Dreyfus, au socialisme. Il travaille sur l'influence des images en contexte de crise, sur les images médiatiques et périodiques. Donc, il travaille sur la presse illustrée, sur l'histoire de la caricature au XIXe et XXe siècle, sur la reproductibilité des images fixes et la critique d'art et l'historiographie de l'art. Voilà. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne le comprend pas. Les anarchistes. Ils ont tout ramassé, de bennes, des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont leur cœur devant et leur raison mi-temps et leurs entourangés par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu. On ne le voit jamais que lorsqu'on a perdu les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi avec l'amour au point sur la table sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas qu'un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par des coups pieds de cul, faudrait pas oublier ça descend dans la rue les anarchistes. Ils ont un drap noir, un berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher les pains de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Et si se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
c'était les Anarchistes, alors interprétés par Anna Maria Castelli. Oui, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, l'émission Racaille, qui consacre sa partie artistique à Jean Grave. Et tout de suite, ma camarade Pétcheikou dans la régie va vous faire écouter cette conférence magistrale voilà, de ce professeur de Sorbonne. Ouais. Donc là, j'ai mis une toute première partie de 20 minutes. Alors par contre, il faudra excuser de temps en temps, il y a des bruits annexes, parce qu'en fait, c'était une salle qui est au premier étage du musée, et le rez-de-chaussée avec l'accueil des visiteurs du musée, en fait, n'est pas isolé phonétiquement. Donc en fait, on entendait, quand il y a trop de gens qui arrivaient, on entend de temps en temps un bruit de fond, mais dans l'ensemble, c'était quand même très correct. Je vous propose donc une réflexion qui permettra de resituer ces images qui sont autour de nous et d'élargir peut-être aussi la question autour des rapports entre la place de l'artiste, le rôle des œuvres qu'il propose et l'anarchisme comme idéologie et comme mode d'action, ceci donc de la fin du XIXe siècle à la veille de la Grande Guerre, c'est-à-dire au fond pendant les premières décennies de la Troisième République. Alors pour commencer, il faut sans doute revenir à la Commune de 1871, puisque à la suite de la Commune, alors même qu'elle devait s'imposer durablement comme un régime légitime, puis résister à quelques-unes de ces crises les plus profondes, la Troisième République a dû affronter des mouvements sociaux réguliers, c'est-à-dire des revendications, des manifestations, des grèves, des révoltes ponctuelles, autant de mouvements qui ont été suscités par des opposants qui se recrutaient autant dans l'antiparlementarisme conservateur que dans les mouvances donc, de l'anarchisme et puis du socialisme révolutionnaire, ces deux tendances pouvant parfois être difficiles à distinguer l'une de l'autre, d'autant que leurs partisans pouvaient passer d'une tendance à une autre. Alors que la République associait les artistes pleinement, principalement les peintres et les sculpteurs, souvent issus de l'école des Beaux-Arts, très présents au salon, alors qu'elle les associait donc à son entreprise de célébration et aussi de commémoration, par lequel une politique très active de commande publique, de monuments, de décoration, à destination d'édifices comme les mairies, les préfectures, les universités, les ministères, une politique qui était destinée à diffuser évidemment ces valeurs à travers une vaste iconographie qui pouvait être celle des grands hommes, des actions exemplaires, des hauts lieux, eh bien d'autres artistes qui étaient souvent plutôt affranchis des milieux académiques qui cherchaient à s'en affranchir et qui étaient aussi parallèlement affiliés à la modernité, dans certains cas même aux avant-gardes, d'autres artistes ont parfois été enrôlés dans ces mouvements de contestation ou d'opposition, anarchistes ou socialistes, selon des modes de mobilisation très variables, et c'est de cela, au fond, dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Alors, durant ces décennies 1880 à 1910, ces artistes affiliés à l'art moderne ou aux arts de l'avant-garde se sont mobilisés, plus particulièrement dans trois contextes différents, mais plus ou moins liés. Trois contextes, c'est-à-dire trois temporalités, trois moments. La crise anarchiste, précisément, du milieu de la décennie 1890, d'une part. Ensuite, d'autre part, au cours des années les plus vives de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire celle de la fin de la décennie 90, 1898, 1900, 1906, si on prend les dates extrêmes durant lesquelles l'affaire Dreyfus s'est développée. Et enfin, troisième moment, au début donc du XXe siècle, au moment de la reconfiguration de l'échiquier socialiste autour de la personnalité de Jaurès,
qui met donc fin un peu à ce qu'on a appelé le socialisme des sectes, c'est-à-dire multitude de tout petits partis peinant à s'entendre et essayant de construire donc une unité socialiste autour de la SFIO. Alors simultanément, cette fois-ci d'un point de vue esthétique, passons donc de la politique à l'esthétique, cette période a été travaillée par une rivalité entre d'un côté le naturalisme et ses héritages, et de l'autre le symbolisme dans ses différentes inflexions, doublé d'une tension entre les défenseurs de l'art pour l'art, l'idée que l'art n'est intéressé que par lui-même en quelque sorte, et que l'artiste n'a pas d'autres préoccupations que celles qui sont afférentes à sa sensibilité, à son esthétique, à ses œuvres, à sa création, et de l'autre les adeptes de l'art pour le peuple, ce qu'on a aussi appelé l'art social, ou l'art pour tous, ou l'art dans tout, avec cette idée donc d'une implication beaucoup plus grande des artistes dans une création destinée à avoir un impact social et politique. Alors d'un côté, les contempteurs du réalisme, évidemment à ce moment-là, dénonçaient l'usure de cette esthétique considérée comme stérile, désenchantée aussi, reposant sur une peinture de l'existence commune, à laquelle seul le symbolisme était présenté comme susceptible d'offrir une issue onirique, une issue salvatrice, instituant donc l'art en forme d'exil intérieur. Je cite Huysmans qui dit « loin de nos mœurs, loin de nos jours ». C'est une façon de créer au fond une sorte d'exil intérieur tourné vers un paradis perdu. Et de leur côté, les zélateurs de l'art social prenaient une autre direction qui était celle de la nécessité d'une sortie de la tour d'ivoire, c'est-à-dire plus particulièrement pour les artistes, l'idée qu'il fallait abandonner la solitude de l'atelier, la solitude donc de la création, en vertu donc d'une affirmation de l'utilité de l'art destiné à éduquer les citoyens. Et c'est finalement ce à quoi un artiste comme Van Dongen aspirait, ce qu'il revendiquait, par exemple, dans cette déclaration de 1901, peindre, c'est servir le luxe, et cela à une époque où la misère est partout. J'ai toujours considéré qu'il valait mieux travailler pour le bien général, pour le peuple tout entier, et non pour quelques escrocs, conscients ou non de leur malhonnêteté. C'est aussi pour ça que je dessine pour des journaux et que j'ai abandonné la peinture. Alors, vous voyez, déclaration évidemment extrêmement forte, on pourrait même dire virulente, puisqu'elle pose le statut du collectionneur comme une sorte d'escroc, conscient ou non, des affaires qu'il fait sur le dos de l'artiste, c'est de ça dont il est question. Et évidemment, il se positionne, lui, en tant qu'un artiste capable d'agir socialement, c'est-à-dire au fond d'abandonner la peinture et de privilégier d'autres types de supports. Et ces autres types de supports, ce sont les illustrations à destination de la presse. Donc c'est une déclaration, une aspiration très forte qui montre, que je vous montre parce qu'elle montre précisément la teneur des débats. Ces grands débats qui se recoupaient parfois et dont les contours respectifs disaient qu'imparfaitement les clivages esthétiques que j'ai annoncés en introduction posaient aussi en filigrane la question de l'engagement des artistes, c'est-à-dire la question de leurs interventions dans le champ politique, dans le champ social, et des modalités de leur mobilisation dans des mouvements collectifs qui étaient par ailleurs des mouvements de revendication ou d'opposition politique. Alors, à la flexion des 19e et 20e siècles, la mobilisation de l'artiste, évidemment, ça n'est pas une question inédite. Ça n'est pas un débat qui surgit de manière artificielle, une question dont on n'aurait jamais évoqué les contours, je dirais même moins s'en faut, puisque
On le sait au moins depuis la Révolution, depuis la décennie révolutionnaire, 1789-1799. L'une des grandes préoccupations des artistes, c'est celle de, précisément, leur capacité d'intervention, leur capacité d'action, et c'est ce qui, depuis la Révolution, a permis finalement l'avènement de ce qu'on a appelé l'artiste citoyen, dont Jacques-Louis David est devenu rapidement une forme de figure emblématique. L'artiste citoyen engagé dans la réforme politique, engagé dans la réforme sociale, l'artiste citoyen investi pleinement dans la libération des arts et des institutions artistiques par rapport à un régime antérieur considéré comme contraignant, défavorable à la liberté de l'artiste. Alors, David, pour l'évoquer brièvement, c'est sans doute l'un des premiers à avoir été persuadé que le champ d'action de l'artiste ne pouvait pas se confiner à l'atelier, que la question de son imagination, la question de son inspiration, de son génie, ne pouvait pas simplement se poser entre les quatre murs au milieu desquels il crée, et qu'il fallait donc que l'artiste se mette au service de la Révolution, qu'il mette son art véritablement au service d'une cause. Et on sait que David a été, c'est pour ça qu'il est un peu une figure archétypale de ce point de vue, on sait qu'il a été un organisateur de fêtes et de cérémonies publiques, qu'il a imaginé des modèles de caricature politique, qu'il a dessiné des projets de costumes officiels, qu'il a peint des martyrs de la liberté, qu'il a créé de grandes œuvres inspirées par les événements. Je ne m'étends pas, puisque ce n'est pas pleinement le sujet de cette conférence aujourd'hui, mais ça montre que donc, dans la foulée de David, les artistes ont pris conscience qu'ils pouvaient, plus que des témoins, être véritablement et intrinsèquement des acteurs de l'histoire, en l'occurrence des acteurs de la Révolution, selon une nouvelle inscription de la figure de l'artiste dans la société. Et cette nouvelle inscription, elle va perdurer, avec des inflexions évidemment très variables, mais elle va perdurer tout au long du XIXe siècle, et elle sera évidemment aussi relayée par certains épisodes révolutionnaires, certains moments révolutionnaires au XIXe siècle. Je pense évidemment en particulier à la Révolution de 1848 et à la Commune de 1871. Si on prend ces deux moments, 1848 et 1871, on peut citer Delacroix et Rude, le sculpteur Rude qui avait présidé en 1948 donc l'Assemblée générale des artistes pour tenter de conduire ce qu'ils appelaient une républicanisation et une administration autonome des arts pendant la Révolution et sous la Deuxième République. Et si on se réfère à 1871, on songe aussitôt évidemment à Gustave Courbet qui avait explicitement placé ses pas dans ceux de David et qui avait fondé et présidé la Fédération des artistes, sous l'égide de laquelle avaient été initiées des actions patrimoniales, de conservation, de protection donc, des œuvres, et des réformes artistiques intéressantes, plus particulièrement les artistes vivants. Alors, si la mobilisation des artistes paraît avoir souvent été d'abord motivée par des intérêts, disons, corporatistes, elle a aussi visé à l'exemplarité sociale, conformément d'ailleurs au modèle romantique de l'artiste plutôt proclamé guide, visionnaire, et elle a prétendu, en vertu d'interventions spécifiques et de compétences propres qui sont celles de l'artiste, elle a prétendu contribuer à une action collective en s'agrégeant aux idéaux et aux revendications plus largement partagées avec d'autres citoyens. Et à la faveur des crises politiques et sociales qui ont ponctué donc la fin du XIXe siècle, ces décennies 1880-1910 dont nous parlons, eh bien, la présence publique des artistes a été croissante dans les mouvements d'opposition, de protestation,
revendication, dont le signe le moins distinctif et le plus éloquent est sans doute la pratique pétitionnaire. On pourrait appeler le degré zéro de l'engagement, c'est un peu méchamment tous les intellectuels qui signent des pétitions pour raison de le faire. Enfin, en même temps, ce n'est pas une façon extrêmement spécifique de s'engager, c'est un effectif en quelque sorte. Ce qui est limité du point de vue de l'action des artistes à cet égard, c'est évidemment que signer une pétition, ça dilue la spécificité de l'artiste dans la figure générique, disons, de l'intellectuel. On sait que dans le champ artistique, par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, beaucoup d'artistes ont signé des pétitions pour ou contre, d'ailleurs, Dreyfus, mais contre la justice, contre le mensonge, etc. Bon, l'armée, toutes ces valeurs qui ont été engagées et discutées pendant l'affaire Dreyfus, de manière extrêmement violente, mais il y a évidemment d'autres types d'actions beaucoup plus spécifiques aux compétences de l'artiste, et au fond, ce sont celles-ci qu'il faut essayer de comprendre si on veut mettre en lumière toutes ces images, toutes ces lithographies qui nous entourent. Alors si certains artistes se sont tenus en quelque sorte à distance de cette généalogie, de cette tradition de l'artiste citoyen que j'ai retracé à grands traits à l'instant, c'est-à-dire David de la Croix-Rouge Courbet, pour parcourir comme ça un grand enjambé du XIXe siècle. Et l'un d'entre eux, et non des moindres, peut-être évoqué à cette occasion, c'est Cézanne. Cézanne qui va couper net ses relations avec Gustave Geffroy, dont il juge très vulgaire, tout à fait insupportable, la sensibilité politique avancée, c'est-à-dire en l'occurrence une sensibilité matinée d'anarchisme et très dreyfusarde pendant l'affaire Dreyfus. On sait que c'est en raison de ces positions politiques exprimées par Gustave Geffroy auprès de Cézanne pendant les séances de pause pour ce portrait que subitement Cézanne a emporté le portrait de chez Gustave Geffroy et qu'il a interrompu l'exécution de ce tableau, qui reste donc, même s'il est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay, un tableau inachevé. Donc, il y a en effet des artistes qui se sont, comme Cézanne, tenus à distance de cette question de l'engagement en dépit de son historicité, mais d'autres, en très grand nombre, se sont employés, au fond, à répondre à l'appel lancé aux jeunes gens au début des années 1880 par Pierre Kropotkin dans Le Révolté. C'est un appel qui sera d'ailleurs très régulièrement au cours des années 1890-1910 réimprimé, diffusé, réédité sur toutes sortes de supports, dans des brochures, dans des journaux, et qui dit ceci, qui s'adresse donc aux jeunes gens, et ces jeunes gens étant des poètes, des peintres, des sculpteurs, des musiciens. Si vous avez compris votre vraie mission et les intérêts de l'art lui-même, venez donc mettre votre plume, votre pinceau, votre burin au service de la Révolution. Racontez-nous, dans votre style imagé ou dans vos tableaux saisissants, les luttes titaniques des peuples contre leurs prédécesseurs. Enflammez les jeunes cœurs de ce beau souffle révolutionnaire qui inspirait nos ancêtres. Montrez au peuple ce que la vie a de laid, et faites-nous toucher du doigt les causes de cette laideur. Dites-nous ce qu'une vie rationnelle aurait été si elle ne se heurtait à chaque pas contre les inexies et les ignominies de l'ordre social actuel. Donc un texte, vous voyez, extrêmement militant, très politique, qui sollicite spécifiquement l'artiste et ses compétences, qui lui donne fondamentalement un pouvoir, celui d'agir par les outils qui sont les siens et par les œuvres qu'il est à même de produire. Et ce type d'appel, j'ai cité celui de Kropotkin parce que c'est sans doute le plus connu, celui qui a été le plus diffusé, mais j'aurais pu en citer d'autres. Ce type d'appel montre aussi la manière dont les artistes ont pu être attirés à un moment ou à un autre par
par l'anarchisme et comment ils ont pu répondre à cette sollicitation par la production d'images. Alors c'est surtout à partir de la fin du XIXe siècle, on pourrait dire du milieu de la décennie 1890, c'est-à-dire juste après la répression du mouvement anarchiste, et en écho au procès des 30 qui s'est joué en août 1894, qui est un procès particulièrement retentissant, puisque c'est le procès où des intellectuels ont été traduits, même s'ils ont été ensuite relaxés, ils ont été traduits en justice avec des anarchistes qui avaient livré des actes de violence, qui avaient malmené physiquement les individus aussi pour la cause. Donc ce procès a eu un retentissement énorme et il marque évidemment au milieu des années 1890 une sorte de rupture, puisque c'est à partir de ce moment-là, quand la violence va céder la place finalement à la réflexion et à l'action programmée, que des artistes vont très pleinement et majoritairement au fond adhérer à l'anarchisme avec la volonté affichée de participer à la mise en œuvre d'un nouveau programme que Merlino avait défini quelques années auparavant dans une articulation simple, pas simpliste, mais simple, claire, la révolution sociale comme objectif immédiat, avec l'agitation de la classe ouvrière comme principal moyen. Donc quelque chose qui se distingue également complètement aussi de l'usage de la violence. Voilà, donc ça c'est une première partie. On va mettre une petite chanson pour garder la patate et rester militant. Oh, une petite chanson, il ne faut pas pousser, c'est quand même le triomphe de l'anarchie. Hein. Bon, c'est pas une petite chanson, elle dure 6 minutes. Elle dure 5 minutes, ouais. Bâtir des cités idéales, détruit d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter, que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter, que le sang coule et rougisse la terre, que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour si de ton côté. On rêve amour dans des nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Où est la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, jeune conscrit, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter, que le sang coule et
et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On ne devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin triompher. Penser invoque la confiance, avec la science il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. Si les besoins, renversons la marmite, mais de nos mots hâtons la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on ne peut bien de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Voilà, le triomphe de l'anarchie, Marc Augeret. Oui, alors bon, c'est une très ancienne chanson. Vous avez pu vous en apercevoir avec les petits craquements, les petites précipitations. Les petits... Bon, bah oui, mais enfin bon, on est au 19e siècle hein, quand même. Hein, et là, dans mes écouteurs, on n'entend pas ma voix. Non, mais... On continue, de toute façon, c'est... Voilà. Bon, donc bah là, on voilà, va lancer salut. la deuxième partie de la conférence. Donc là, il y a c'est 25 minutes. Voilà, c'est parti. Alors on connaît l'histoire et l'évolution de l'engagement anarchiste des artistes. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais il faut rappeler quand même que cette adhésion, elle s'accompagne d'un débat sur les modalités de la mobilisation sociale de l'artiste et sur la teneur de son œuvre qui se trouve donc enrôlée dans un combat, mise au service d'une cause. Dans une lettre aux critiques d'art, journalistes, romanciers, hommes de théâtre, Octave Mirbeau, Camille Pissarro, l'un des grands peintres impressionnistes et post-impressionnistes, très sincèrement militant et très intéressé par l'anarchisme, va s'interroger, je cite, y a-t-il un art anarchiste? Question évidemment essentielle. Et un peu plus loin dans cette lettre, il écrit « Tous les arts sont anarchistes quand c'est beau et bien. Voilà ce que j'en pense. » Ça peut paraître un peu simple comme définition, un peu sommaire, mais en même temps, ça en dit beaucoup. C'est-à-dire l'idée que la beauté et la bonté, la beauté et le bien puissent être équivalents d'une part, et d'autre part, que l'apport de beauté et de bien puisse être suffisant pour constituer un art anarchiste doué d'efficacité. L'un de ses fils, à Camille Pissarro, Lucien, écrit quant à lui à Jean Grave, donc l'éditeur des Temps Nouveaux qui nous réunit aujourd'hui,
qui était aussi peintre et graveur, je parle de Lucien, partageait au fond les mêmes vues que son père, comme l'indique donc sa réponse à une enquête que Jean Grave avait lancée pour la revue Les Temps Nouveaux. Et vous voyez qu'on est toujours au milieu de cette décennie 1890. Et donc Lucien Pissarro répond à Jean Grave: la distinction que vous établissez entre l'art pour l'art, vous voyez que c'est entre guillemets, c'est aussi une question qui a été... C'est une conception qui a été forgée dès l'époque romantique, au fond, et l'art à tendance sociale n'existe pas. Toute production qui est réellement une œuvre d'art est sociale. Donc, c'est une façon de considérer que toute œuvre d'art est le produit de la société dans laquelle elle est close. Il ajoute, entre parenthèses, toujours intéressant de dire c'est entre parenthèses, parce que souvent, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas accessoire, c'est généralement une façon de développer une pensée, que l'auteur le veuille ou non. Ce qui veut dire que, dans l'esprit de Lucien Pissarro, une œuvre agit évidemment par son créateur, par la volonté de son créateur, mais elle agit aussi indépendamment, en quelque sorte, de l'action de son créateur, puisqu'elle a sa propre existence. Elle est l'objet, on dirait aujourd'hui, d'une réception par ceux auxquels elle est destinée, qui l'interprètent et lui donnent des inflexions qui ne sont pas forcément celles de l'artiste. Dans les mêmes circonstances de cette enquête lancée par Jean Grave pour la revue Les Temps Nouveaux, Paul Signac écrit ceci, donne sa propre définition: le peintre anarchiste n'est pas celui qui représentera les tableaux anarchistes, mais celui qui luttera de toute son individualité contre les conventions bourgeoises et officielles par un apport personnel. On joint là la conception à la Pissarro, c'est-à-dire l'idée de faire des œuvres belles, d'être un créateur de beauté. Le sujet n'est rien de moins qu'une des parties de l'œuvre d'art, pas plus important que les autres éléments, la couleur, le dessin, la composition. C'est-à-dire, il dit que l'artiste, le peintre anarchiste n'est pas celui qui fera des tableaux anarchistes. Ça veut dire que le peintre anarchiste n'est, selon Signac, pas tout à fait, ou pas exclusivement celui qui propose des sujets anarchistes, mais que la part militante de l'œuvre d'art concerne évidemment aussi, je ne dis pas de mésestimer la part du sujet, mais concerne aussi la couleur, le dessin, la composition, et c'est aussi important que l'iconographie du tableau. Alors Jean Grave, face à cette enquête, on peut se demander quelle est sa position, quelle est la position qu'il va adopter, qu'est-ce qu'il va faire, et du point de vue de sa revue. Et Jean Grave, il va solliciter des artistes qui sont acquis à la cause anarchiste pour illustrer donc des albums de lithographie destinés à soutenir financièrement sa revue. Le Temps Nouveau, c'est d'avoir des images, de les vendre, de vendre des lithographies pour que le produit des ventes puisse permettre de faire exister la revue, de faire en sorte qu'elle continue d'exister, ou alors, pour les plus petits formats qui sont ici, c'est aussi évidemment produire des illustrations pour la revue ou, dans certains cas, pour des couvertures de brochures. Et Jean Grave dit ceci: le dessin devrait, par quelque côté que ce soit, avoir trait à l'idée, mais l'auteur aurait la liberté la plus complète pour le choix du sujet et pour l'exécution. C'est une façon de répondre en quelque sorte à Signac, c'est-à-dire de proposer aux artistes, de solliciter les artistes, mais de ne pas leur imposer un sujet, et de leur dire qu'ils peuvent librement proposer des œuvres dont l'apport contribuera à servir la cause sans pour autant entrer dans une démarche d'illustration. Alors les peintres sollicités vont en quelque sorte se trouver partagés entre leur sympathie politique et la liberté de sujet qu'ils revendiquent, sans se résigner à l'aliéner au profit d'une iconographie qui serait spécifiquement anarchiste et qui, au fond, rognerait leur liberté. Et ainsi, un peintre comme Theo von Rieselberg, qui ne donnera aucun dessin à la revue de
Jean Grave, se justifie dans une lettre à Jean Grave. Il écrit ceci: quant au dessin à publier à l'occasion, c'est-à-dire à fournir à l'occasion à la revue Les Temps Nouveaux, l'idée en est excellente, je vous en donnerai volontiers, mais autant j'aurais du plaisir à vous donner quelquefois un dessin sans aucun rapport avec aucun texte, ni avec les idées philosophiques ou sociales du journal, autant il me serait difficile d'en faire exprès. J'entends qu'un dessin quelconque, mais ayant un intérêt purement plastique, a suffisamment sa raison d'être, et s'il a quelques valeurs, aura son rôle éducateur autant, si pas mieux, qu'un dessin à signification littéraire ou philosophique. Quoi qu'il en soit, moi, je suis particulièrement inapte à ce genre-là. Ce genre-là, c'est celui, disons, de l'œuvre comme iconographie de la révolte. Donc on voit que, à travers la demande que Jean Grave adresse à des artistes pour soutenir le Temps Nouveau, se dessinent toutes sortes d'inflexions entre ceux qui pensent que l'œuvre d'art en tant que telle, si elle est détentrice de valeurs plastiques et de valeurs liées à la question du beau, joue pleinement son rôle social, d'autres qui font valoir que seul le sujet peut avoir une efficacité didactique, et d'autres enfin qui pensent que le sujet et les formes doivent nécessairement s'hybrider pour avoir une efficacité politique et sociale. Donc les artistes vont trouver dans la revendication de l'anarchisme la possibilité de prendre une position, une position politique, de l'exprimer, à l'exprimer une opinion politique. Mais ils vont aussi trouver dans l'expression de cette opinion politique et dans l'adhésion à la cause de Jean Grave, ils vont trouver, il faut, je crois, ne pas le mésestimer, la possibilité de revendiquer l'anarchisme comme une sorte d'écho politique et social à leur propre revendication artistique. C'est-à-dire qu'au-delà d'une volonté de servir des idées générales, il faut voir qu'ils peuvent, dans certains cas, utiliser ces idées pour construire leur propre position dans le champ artistique, c'est-à-dire s'émanciper en tant qu'artiste par rapport à des fonctionnements institutionnels ou académiques qui sont dominants et qu'ils rejettent. Il leur a semblé en effet qu'ils disposaient là d'une voie nouvelle pour combattre un art qu'ils considéraient comme miné par le goût bourgeois, par les lois de l'industrie, par les conventions sociales, par les codifications académiques, et que la revendication des idéaux anarchistes pouvait être une façon, finalement, de bénéficier d'une liberté de création, d'une liberté d'imagination, d'une liberté d'invention. C'est ce qu'écrit significativement Camille Pissarro quand il revendique, je le cite, dans une lettre à l'un de ses fils, liberté absolue sans les entraves épouvantables de messieurs, les capitalistes, amateurs, spéculateurs et marchands. Il met des tirets entre ces différents mots, capitalistes, amateurs, spéculateurs et marchands. Donc la question, c'est évidemment, pour partie aussi, celle de la liberté de l'artiste et de la possibilité de l'artiste en société de vivre de son art, de vivre pleinement de son art. Toutefois, il faut dire aussi que s'ils ont cru essentiellement dans la valeur plastique intrinsèque de l'œuvre d'art, certains artistes comme Signac, Luce, Pissarro, dont nous avons là des images autour de nous, se sont attachés à concevoir des œuvres qui avaient aussi un sujet engagé, sujet dans lequel ils voyaient une force éducative et une puissance pour une iconographie à vocation propagandiste. Alors en écho à ce qu'on a appelé la propagande par le fait, c'est-à-dire la violence, qu'elle paraissait célébrer et relayer, l'iconographie anarchiste a promu, par exemple, le type démolisseur. Et on a là, derrière l'écran, une de ces images que vous allez voir tout à l'heure, que je vous montre voilà, tout de suite sur l'écran, c'est-à-dire le démolisseur auquel la lithographie et le tableau éponyme de
Rastignac pourrait être en quelque sorte un emblème. L'artiste montre dans cette œuvre, dans un environnement urbain, un piocheur très solide, comme ça, très puissant, aidé d'un complice à l'arrière-plan qui est armé d'un levier, et l'un et l'autre sont occupés donc, à ruiner des monuments qui sont, vous voyez, traités à contre-jour, hein, traités par l'ombre, qui sont donc plongés dans la nuit, ou pour certains qui sont plus éloignés, mais déjà ruinés et qui sont irradiés, en quelque sorte, d'une lumière incandescente. Tout cela évoque, évidemment, par une métonymie, la société. Ces monuments qui sont en train de démolir, c'est une évocation de la société contemporaine. Et donc leur rôle, c'est le rôle des démolisseurs, c'est le rôle, évidemment, de ceux qui veulent que l'on se débarrasse du vieil édifice social pour faire table rase du passé et construire quelque chose de nouveau. Ces figures monumentales de démolisseurs, elles ont été déclinées, alors, on le voit par Signac, mais elles ont aussi été déclinées par d'autres artistes anarchistes. Par exemple, avec cette œuvre qui est également présentée dans l'exposition, L'incendiaire de Maximilien Luce, personnage, vous le voyez, surgissant des ténèbres, avec des torches enflammées dans les mains, et évidemment s'apprêtant à incendier un village que l'on devine à l'arrière-plan. On peut aussi associer à ces personnages le type du bûcheron, comme Lucien Pissarro l'a représenté ici dans cette couverture d'une brochure, donc des temps nouveaux, toujours de Jean Grave. Ces bûcherons sont montrés comme déterminés à abattre les arbres qui, évidemment, ont des symboliques très marquées. Elles sont d'autant plus marquées que leur signification est inscrite sur le tronc même de l'arbre, hein, autorité, capital, etc. Donc les artistes anarchistes ont vu dans cette iconographie développée dans leurs images des vecteurs efficaces d'un esprit de révolte contre leurs conditions de classe, contre une société bourgeoise donc appelée à être changée en étant détruite. En donnant, comme l'écrit Signac, un seul coup de pioche au vieil édifice social qui craque et s'effrite, vermoulu ainsi qu'une ancienne cathédrale désaffectée, ce qu'il écrit à propos de son tableau des démolisseurs, eh bien, ces types du démolisseur, de l'incendiaire, du bûcheron, mais auquel on peut ajouter aussi le saboteur, accomplissent évidemment la mission libératrice dont ils sont investis, et on le voit par exemple dans ces personnages qui sont représentés, comme dans la manchette des temps nouveaux, où on voit cette allégorie armée d'une masse, ou dans ces personnages qui sont dans la fiche des temps nouveaux en train de se libérer des chaînes qui les entravaient en les cassant à coups de masse ou à coups de tranchant. Et évidemment, cette iconographie fonctionne comme un appel à la révolte, comme un appel à l'insoumission, à la subordination, etc. Donc cela, les artistes, par cette iconographie, participent donc à cette volonté de rénovation sociale qu'incarnent d'autres types iconographiques, comme le vagabond, également présent dans l'exposition, le cheminot, celui qui chemine, le haleur, le trimardeur, tous ces personnages de l'errance qui évidemment sont victimes d'une forme de pauvreté, mais qui sont des êtres libres, qui sont des êtres qui n'ont pas de lien, au sens négatif, de lien qui les retiennent, les assignent à une position sociale qu'ils subiraient facilement. Alors les variantes
du démolisseur, qu'on a vu, n'ont pas d'autre dessein que de dénoncer finalement ce que montrent aussi ces personnages de vagabonds, c'est-à-dire la misère économique, l'injustice sociale, en contestant l'autorité bourgeoise incarnée par les piliers de la société, l'armée, l'Église, la justice, pour permettre l'instauration des temps nouveaux, justement. Pourquoi est-ce que la revue de Jean Grave s'appelle Les Temps Nouveaux? Parce qu'elle attend, elle appelle de ses voeux ces temps nouveaux, cette époque nouvelle. C'est pourquoi ces types iconographiques sont indissociables d'autres figures. Je pense à celle du terrassier ou à celle du bâtisseur. Luce et Steinlen en ont fait le sujet d'un nombre important de leurs œuvres. Je pense aussi, comme vous pouvez le voir ici, je pense aussi à la figure du mineur, à celle du semeur, du laboureur, qui sont les figures dessinées ou peintes par Pissarro, par Victor Prouvé, par Paul Signac, par Maximilien Luce. Vous avez de Luce, d'après Meunier, une photographie qui est aussi présentée dans l'exposition. Ce sont des œuvres qui sont toutes tendues, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il faut aussi les lire, au-delà du constat social. Cette idée qui était défendue par l'un des artistes répondant à Jean Grave, Lucien Pissarro, disant que l'artiste le veuille ou non, c'est-à-dire cette idée que l'œuvre poursuit son chemin par l'interprétation qu'on en donne, au-delà de ce que l'artiste montre. Eh bien, c'est ça aussi qui se joue là, c'est-à-dire qu'il y a la part du constat, la dureté des conditions de travail, du mineur, etc., du bâtisseur, mais il y a aussi du terrassier, mais il y a aussi, évidemment, cette idée que ces œuvres, elles sont tendues, ces figures, elles sont tendues vers l'avenir, et qu'elles sont porteuses, en quelque sorte, d'une promesse, d'une société solidaire, d'une société harmonieuse. Et c'est cela que Signac a cherché à traduire, c'est cet idéal qu'il a cherché à exprimer dans un tableau qui est son tableau le plus connu, lié à toutes ces œuvres que nous avons là aujourd'hui revenues à nous. Ce grand tableau, c'est Autant d'harmonie, dont le sous-titre précisait ceci, que je cite, qui est écrit à l'écran: l'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. S'il n'est pas dans le passé, il n'est pas non plus dans le présent, en quelque sorte, mais il est clairement tourné vers l'avenir. Cette quête d'un âge d'or, cette quête de temps nouveau, d'un temps d'harmonie, d'un idéal, et en l'occurrence, vous le savez, ce projet de Signac n'était pas aussi simple qu'on l'a longtemps cru, puisque son projet était de peindre non plus la misère et la révolte, comme on le voit dans certaines des lithographies qui sont présentées là, mais ce qu'il a défini dans une lettre à Henri Edmond Cross en 1893, c'est-à-dire l'époque rêvée du bonheur et du bien-être, des actions des hommes, leurs jeux, leurs travaux, en cette ère d'harmonie générale. Donc, vous voyez, le principe d'une société harmonieuse, qui ne soit pas simplement une société du travail, mais qui soit aussi une société des loisirs, de l'épanouissement, de l'accomplissement personnel, par la lecture, par la famille, par le jeu, par la danse, etc., par les arts, parce que si vous regardez bien, au bord de la mer, au bout du chemin, où danse un couple de jeunes mariés, se tient un peintre devant son chevalet qui est en train de peindre sur le motif. Donc c'est vraiment l'idée d'une société totalement harmonieuse que Paul Signac cherche à défendre, et vous voyez qu'on a en quelque sorte assisté au renversement du point de vue de l'idéologie, en quelque sorte, assisté au renversement de la propagande par le fait, puisque ce qui est proposé, ce n'est pas une société soumise à la violence, mais bien une société dont la finalité
c'est celle de l'harmonie sociale. Alors, ce tableau est vraiment très important, il est conservé à la mairie de Montreuil, puisque Signac en a fait don. C'est Signac assez rapidement, à partir des années 20, est devenu communiste. Il était membre du Parti communiste, allié à Arsène Cachin, etc. Et donc il a fait don de ce tableau à la ville de Montreuil qui le présente dans sa mairie. Mais ce tableau est aussi important parce qu'il est à l'origine, en quelque sorte, d'une généalogie d'autres tableaux. Justement, L'Air du soir d'Henri Edmond Cross, un tableau très très proche, par la facture pointilliste évidemment, mais aussi par cette volonté de mettre en image une société harmonieuse. Cross est celui avec lequel il était beaucoup en correspondance dans ces années 1893, 94, 95. Et puis on peut aller évidemment jusque Lux-Can et volupté de Matisse et même en vivre, toujours de Matisse, qui sont des tableaux qui, dans le fond, proposent une vision pastorale de la société, d'une société ayant accédé à une forme d'harmonie et de bonheur. Cette iconographie anarchiste, progressivement adoptée par la propagande socialiste révolutionnaire, elle est contemporaine d'une autre imagerie qui est celle de la foule militante, dont deux artistes en particulier ont cherché à restituer la force visuelle. C'est Steinlen d'un côté et Jules Adler de l'autre. Dans nombre de ces illustrations destinées à la presse militante, mais surtout dans un tableau comme La Manifestation, ce tableau de 1905 qui est conservé à Tourcoing, Steinlen montre des rues envahies par une foule dense, compacte, qui hérisse des drapeaux rouges dressés comme des étendards de la révolution sociale. Et vous voyez, il y a bien cette idée d'un espace public totalement saturé, occupé par la foule et par la revendication. Et de même, Jules Adler a consacré plusieurs œuvres aux mobilisations sociales contemporaines, notamment après avoir séjourné au Creusot, lors des grèves ouvrières chez Schneider, qui se sont déroulées donc en 1899, et qui lui a rapporté le sujet de cette grande toile, la grève au Creusot, tableau évidemment très important dans cette iconographie de la mobilisation sociale. Et cette occupation de l'espace public, qui est le sujet de ce type d'œuvre de Steinlen de Adler, cette occupation de l'espace public, que redouble la saturation de l'espace de la composition des œuvres, font aussi les dessins et les gravures où, selon un cadrage frontal, les artistes mettent en scène des cortèges de manifestants, des cortèges de grévistes, dont les expressions, disons, très déterminées, farouches, comme ça, parfois même un peu menaçantes, sonnent comme des exhortations à la protestation ou à la revendication. Voilà, donc ça c'est la fin de ce qu'on va vous faire écouter aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous, en plus de son discours, il avait un vidéoprojecteur et on avait régulièrement des images sur écran. Oui, il y avait aussi des images, évidemment. Dans la salle où était la conférence, 16 lithos des artistes dont on vous a parlé, Piqueux vous a parlé au début de l'émission. On vous en reparlera d'ailleurs. Ouais, voilà. La semaine prochaine, on parlera un petit peu, on racontera un petit peu ce qu'il y avait comme litho. Tout à fait. Voilà. Tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les mots et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient
traité de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Magnovtchina les avait jetés au vent. Magnovtchina, Magnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. L'armée blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Magnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Magnovtchina l'a dispersée dans le vent. Magnovtchina, Magnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Magnovtchina, Magnovtchina, armée noire de nos partisans, chasser l'Ukraine, à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser l'Ukraine, à jamais tous les tyrans. Magnovtchina, Magnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Voilà, la Magnovtchina. Oui, une chanson anarchiste ukrainienne. Voilà, faut dire qu'on a visionné un film sur une histoire de l'anarchie, ni Dieu ni maître, une histoire de l'anarchie, et que on est un peu sensibilisé cette semaine à tous ces massacres d'anarchistes, à commencer justement par les anarchistes ukrainiens qui en ont pris plein la gueule après avoir sauvé les bolcheviks de la déroute. C'est comme ça qu'on est récompensé, nous les anarchistes, hein. Quand on fait le bien, on reçoit des claques en retour. Voilà, des claques. C'est gentil. Donc Lénine, Trotsky, Staline, c'est trois pourris notoires. Voilà. En tout cas, on regarde ce qu'ils ont fait à nos camarades ukrainiens et nos camarades espagnols aussi, bien sûr. Voilà. Tout de suite, on va vous parler des expos. Ma chère camarade, je pense que c'est vous qui êtes la meilleure pour parler de tout ça, quoi. Ouais, bon. La dernière expo, donc en relation directe avec la conférence qu'on est en train de vous faire écouter, donc c'est au musée Louis Saint-Lenc à l'Isle-Adam. Donc on peut aller à l'Isle-Adam par le RER, le train à la gare du Nord. Et là, on peut descendre, je sais plus, c'est l'Isle-Adam, je sais plus quelle station c'est exactement, mais enfin, on arrive à l'Isle-Adam et là, on marche une petite dizaine de minutes dans le centre-ville et on arrive à ce musée Louis Saint-Lenc. Il y a une exposition qui est un regard sur leur collection en général, une salle qui est consacrée à Charles Lagarde, une autre salle qui est consacrée à une artiste qui s'appelle Madeleine Lucas. Mais nous, on insiste particulièrement sur cette salle dans laquelle il y avait la conférence, donc qui sont les estampes accueillies par ce musée qui correspondaient aux estampes
qui était dans la revue des Temps Nouveaux, donc de Jean Grave. Et la jeune femme nous expliquait qu'ils en avaient, je crois, 16 et que leur but était effectivement d'en acquérir encore quelques-unes. Quoi. Oui, d'avoir, dans un rêve fou, de pouvoir toutes les regrouper. Quoi. Voilà. Donc, c'est jusqu'au 12 mars, donc faut pas trop tarder pour y aller. Ça vaut vraiment le coup, hein, cette petite salle, salle d'estampes. Oui, ce musée il porte le nom d'un chirurgien de guerre. Il y a d'ailleurs une ou deux salles où ils sont exposés des photos de la guerre où il a servi, qui a d'ailleurs 14 évidemment. Enfin, c'est pas passionnant. On s'y est égaré, mais bon. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait du matériel de gravure aussi. Oui, il y a une belle presse litho, magnifique presse litho avec des pierres d'ailleurs. Des pierres déjà gravées pour montrer aux gens ce que c'est que la litho. C'est pas vraiment courant enfin ça l'était beaucoup au 19e siècle. Il y en a encore évidemment des lithographes, mais c'est une technique assez étonnante quoi, qui nécessite du matériel assez lourd. Alors le musée Louis Salling, donc il est au 31 Grande Rue à l'Isle-Adam et il est ouvert, faire attention quand même, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Et voilà, il est fermé les jours fériés. Ouais. Non, c'est une exposition aussi une exposition dans une galerie pour ceux qui ont un peu suivi nos émissions et qui se sont intéressés à Timothy Archer. Il y a un vernissage, donc c'est dans la galerie Claire Corsia. Il y a une exposition donc consacrée à Timothy Archer du 23 février au 18 mars. Donc c'est à la galerie Claire Corsia, c'est au 323 rue Saint-Martin. Et il y a un vernissage donc le 23 février à partir de 18h. Et c'est à Paris, la rue Saint-Martin. Là, voilà. C'est à Paris. Ouais. Voilà, c'est les dernières expositions on peut reparler d'Agnès toujours pour les Lillois, pour nos auditeurs du Nord. Note Agnès, de passer au café La Rumeur, ça c'est jusqu'au 3 mars, donc il faut commencer à se dépêcher. Donc à La Rumeur, Agnès expose des estampes. Des estampes graveuses sur bois, qui fait des trucs tout petits et des trucs géants, c'est marrant. Ouais. Voilà. Et ça a l'air d'être un bistrot assez sympa, La Rumeur, il se passe plein de choses. Ouais, sauf que quand nous on y était, on n'a pas pu y aller. C'est fermé. On n'a pas de peau, c'est en travaux. Agnès voulait nous filer rendez-vous là pour aller casser la croûte, manque de peau. Bon, alors on passe donc après cet éclairage sur les expositions encore, on passe au culturel de la semaine avec un film au Méliès à Montreuil, et je laisserai donc encore la jactance à ma camarade Péchetio. Ouais, c'est un film qui nous a bien fait sourire, alors que l'histoire en fait n'est pas si drôle que ça si on voit le fond du problème. Ça s'appelle La cigale, le corbeau et les poulets. C'est un film d'Olivier Azam. Alors Olivier Azam, pour mémoire, c'est la bande à Mermet. C'est celui qui avait fait aussi une histoire populaire des États-Unis d'après le bouquin de Wardine. Et là, ça va nous mettre, on va aller dans un petit village de l'Hérault à la recherche d'une cellule 34 qui est une cellule terroriste. Et on va voir comment des gens qui ont des affinités avec la gauche ou l'extrême gauche qui se réunissent dans ce... Ou l'anarchie. Ou l'anarchie, qui se réunissent dans ce petit bureau de tabac presse de ce village de Saint-Pons. Ouais. En fait, comment d'un coup vont être amenés à devenir des terroristes et comment ils vont être perquisitionnés, qu'on va déployer des moyens policiers considérables. 150 flics, 50 bagnoles de police. Ouais. Donc on va faire un peu connaissance avec les gens qui traînent de ce bureau de presse La Cigale et voir en fait pourquoi on va leur chercher des poux dans la tête. C'est qu'effectivement ils sont quand même plutôt en désaccord avec le maire et qu'ils ont quand même des actions militantes. Mais on est loin des actions terroristes. Ouais. D'ailleurs à un moment ils font une fête et ils invitent les terroristes, d'autres terroristes qui ont soi-disant mis des choses sur les rails. Là c'est les gens de Tarnac, voilà, c'était deux qui étaient là, oui. Solidaires évidemment parce que c'est le même genre d'embrouille, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est un film à voir. C'est vraiment bien foutu. Ouais, c'est très réjouissant parce que c'est des gens comme vous, comme nous, hormis qu'ils ont des idées qui sont, ils votent pas. Je sais pas s'ils votent. Ils votent au municipal. Ouais, au municipal parce qu'ils veulent dézinguer le maire, mais bon. Mais voilà, mais ils font vraiment du boulot. C'est très curieux parce que le patron du bistrot est un ancien parachutiste qui a été détaché
associé à la Légion, parce qu'ils aiment bien le faire passer pour un légionnaire, c'est un peu plus crapuleux que parachutiste, enfin je vois pas la différence, mais enfin bon, et qui est devenu un anarchiste, c'est très très curieux, quoi, et vraiment sérieusement, il fait pas ça en rigolant, hein. Voilà, non, c'est voilà comment des citoyens, des simples citoyens, enfin ils ont un côté grave quand même, peuvent devenir vraiment pour les gens qui gouvernent en tout cas, peuvent devenir des nuisibles à éliminer par tous les moyens. Et là ils ont déployé les moyens. On suit ça de très près. Parce qu'ils luttent pour la sauvegarde de leur village, de l'environnement, donc forcément, ils s'opposent rapidement. Ils s'opposent rapidement à EDF, ils peuvent s'opposer à Veolia. Ils laissent rien passer. Donc, voilà, ça plaît pas. Non, ça plaît pas. Et puis voilà. Alors comme ça plaît pas, c'est les terroristes, c'est la mode en ce moment. Ceux qui plaisent pas, c'est les terroristes. Voilà. Bon. Enfin, tout ça débouche. C'est quand même sympa, c'est les poulets, parce qu'effectivement, les poulets, c'est la flicaille, et que depuis maintenant, toutes les 3 septembre, je crois, il y a une fête des poulets dans ce petit village. Alors, il y avait la fête du cochon, maintenant, il y a la fête des poulets, ils se tapent des poulets, voilà. Bon. non, mais il faut voir, et les fêtes, où il y a des tables avec des pizzas géantes et tout, la vache. Bon, enfin, bref, à découvrir, hein, surtout le bureau de tabac, et c'est sur le chemin de Compostelle en même temps. Parce qu'il y a dans la petite librairie, épicerie, bureau de tabac, là, il y a une coquille, c'est marqué que c'est le chemin de Compostelle, c'est curieux. Enfin bon, tout ça, c'est un joyeux mélange, mais bon, ça donne envie de vivre, en tout cas. C'est pas sinistre comme la plupart des choses dont on vous parle. Ça file la pêche. Ouais. Et alors, au Méliès à Montreuil, si vous allez à une séance à midi, c'est 3 €. 3,50 €. Au lieu de 4, 5 ou 6, ça dépend qui on est. Mais je suis pas sûre qu'il repasse à midi, ce film. Non, peu importe, il y a des films qui passent à midi. Voilà. Non ? Ouais. Alors après, on a regardé des choses plus sérieuses. C'est toi qui vas peut-être en parler aussi un petit peu. Donc, Ni Dieu ni maître, une histoire de l'anarchisme. Hein, ce documentaire qui est passé sur Arte en 2 parties, de Tancred Ramonet. Donc 2 heures de doc sur l'anarchie. Ouais. Et on voit, si vous voulez, comment les anarchistes sont marginalisés, comment ils sont mis, comme on dit, au pilori. Hein, c'est vraiment les gens à abattre. D'ailleurs, on les abat. Voilà, on oublie évidemment dans le bilan les 20 ou 30 000 morts de la commune, hein, fusillés, assassinés, etc., etc. Voilà, ou les déportations à Cayenne ou en Nouvelle-Calédonie. Hein, on oublie tout ça. Voilà, on montre simplement que ce sont des gens insupportables. Ils mettent des bombes et tout. Mais bon, pourquoi ils mettent des bombes? C'est la question qu'on pose jamais, hein, même aujourd'hui. Pourquoi des jeunes gens se tuent, se font tuer pour avoir mis des bombes, hein, ça, voilà. Tout ça, ça se rejoint malgré tout. Et justement, je trouve que le doc remet bien les choses dans le contexte. Il explique bien toute cette propagande par le fait, et il parle aussi de l'autre partie de l'anarchie, aussi de la lutte. Et ce qu'on comprend complètement, c'est que l'anarchie, à un moment, il y avait quand même beaucoup d'anarchistes, qu'après, il y avait les syndicats, il y avait l'anarcho-syndicalisme, et que là, il y avait quand même une grande puissance de la part des travailleurs, et que les choses auraient pu changer. Et on arrive à l'Union sacrée et la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce qu'on comprend dans ces 2 docs, qui s'arrêtent à chaque fois avant une guerre, c'est qu'en fait, quand les travailleurs deviennent trop puissants et peuvent faire bouger les choses, une bonne guerre, finalement, ça remet tout à plat et ça permet de faire retomber tout ça. Quoi. Effectivement, on peut y penser. Parce que c'est vraiment ce que j'ai senti en regardant ce documentaire. Quoi. Par exemple, aux États-Unis, vous aviez un syndicalisme anarchiste, mais c'était vraiment une puissance énorme. Vous avez eu l'Espagne avec la CNT FAI, où il y avait plusieurs millions de syndiqués, enfin, etc., vous voyez, et qui ont été réduits à néant, qui ont été massacrés, qui ont pas été franchement aidés par les républiques bourgeoises, voilà, et probablement que la guerre d'Espagne, c'était, si vous voulez, la porte d'entrée de la Troisième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale, pardon, je suis déjà la Troisième. Hein, on a vu la lâcheté ou la complicité plutôt, hein,
des républiques soi-disant démocratiques d'Europe, la France en tête, l'Angleterre qui suivait, et voilà. Non, c'est quelque chose de très déprimant en même temps, parce qu'on voit que des gens qui avaient quand même des idéaux magnifiques. Voilà, il faut pas avoir d'idéal si on veut vivre longtemps, j'ai l'impression. Des idéaux magnifiques, comment ils ont été réduits à rien du tout par des espèces de tarés, bolcheviques, nazis, enfin c'est le même combat, Hitler, Staline, hein, voilà. Ils pouvaient se donner la main pour assassiner leurs oppositions, si vous voulez. Ça a commencé même avec Lénine et Trotsky, hein, pour les anarchistes ukrainiens. Voilà. Et, non, ça c'est... Il faut le regarder, mais ça donne pas... ça amène pas... l'espoir est complètement en dehors de tout ça. C'est sombre, voilà, tout le temps sombre. Et on se demande comment encore aujourd'hui il y a une voix anarchiste qui peut se lever ici ou là après les hécatombes qu'il y a eu à l'occasion de ces deux guerres. Ouais, Voilà. Mais justement, je trouve que ça réhabilite complètement l'idée de l'anarchiste, c'est-à-dire que l'anarchiste ne passe pas pour un poseur de bombes uniquement qui n'a qu'une envie, c'est de faire sauter les choses. C'est que il y a tous les contextes sont absolument bien expliqués à chaque fois. Absolument. Et je pense que quand on se sent anarchiste et qu'on regarde ça, on en tire une certaine fierté malgré tout. Enfin, il y a quelque chose quand même qui réhabilite complètement l'anarchie aux yeux d'un public, d'un plus grand public. Mais d'un plus grand public qui est complètement manipulé, voilà, depuis toujours et encore pour longtemps, voilà, où on essaye d'identifier évidemment, de faire voir l'anarchie comme des gens complètement mal rasés, sales, avec des casquettes, et puis qui posent des bombes. Voilà, ça a été une histoire, ça a été un moment de l'anarchie pour des raisons bien précises, hein. C'est après les massacres de la Commune, etc., où vraiment il y avait eu il y a eu ça s'est pas fait spontanément, ça a été discuté, etc. Il y avait les tenants de les choses violentes et des autres qui l'étaient moins. Bon, mais c'était tout à fait, c'est pas des fous, c'était pas des malades mentaux, c'était des gens tout à fait bien dans leur tête, voilà. Et ça, c'est impardonnable pour les tyrans qui gouvernent le monde depuis toujours, quoi. Voilà, depuis Spartacus, on connaît l'histoire. Bon. Alors à voir absolument si vous pouvez... Alors il est en vente, hein, le DVD est en vente à Publico, il coûte 35 €. Donc il y a ces 2 heures de documentaire, mais il y a aussi pas mal de suppléments et de bonus. Sinon, pour ceux qui peuvent avoir Internet et qui n'ont pas 35 €, on peut le louer en VOD, le regarder. On peut même le voir gratuitement. Pour l'instant, on peut encore le voir gratuitement, peut-être sur le net. Ouais. Voilà. Et puis enfin, une troisième... avoir 20 ans sous l'occupation, c'est pas avoir 20 ans dans les Aurès, mais ça y ressemble presque. Voilà, avoir 20 ans sous l'occupation, c'est-à-dire partir au STO, hein, au service du travail obligatoire. Et c'est quelque chose d'effrayant aussi. Enfin bon, où on voit comment on peut manipuler des jeunes gens, comment on peut manipuler un peuple. Bon, le peuple, il demandait que ça, après tout, pourquoi pas, hein. Voilà, si vous voulez, les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre en 43, après la défaite de Stalingrad, il fallait faire des bombes, il fallait faire des obus, il fallait faire du matériel de guerre, des chars, etc. Et alors, ils avaient besoin de travailleurs. Et la France, qui avait échappé jusque-là, si vous voulez, à la rafle de ces ouvriers, de ces jeunes gens, etc., pour aller travailler dans les usines du Troisième Reich. Eh bien, les Allemands ont mis ça dans les mains des pétainistes, de Pétain et de son pote Laval. Voilà, si vous vous en occupez pas de recruter 1 million de travailleurs pour nos usines allemandes, eh ben nous on va s'en charger. Alors bon. Ils s'en sont chargés, surtout Laval, avec l'accord de Pétain, bien entendu, ce vieux con. Et ils ont commencé si vous voulez, à rafler tous ces jeunes gens de 20 ans, tous ces travailleurs, comme Cavana, par exemple, qui témoignent d'ailleurs dans ce film, et d'autres témoins encore. Voilà, ils sont partis là-bas.
Ouais, alors Cavana, justement, il en parle, c'est quand même sur son livre, dans son livre Les Ruskov. Et j'ai regardé hier ce que je me souvenais qu'il expliquait pourquoi il avait été envoyé là-bas. Donc, en fait, il lui travaillait chez Bailly, qui était une grande entreprise pharmaceutique. Et qui était à Nogent, oui, bien sûr. Oui. Et en fait, le patron, comme par hasard, peu de temps avant d'envoyer ces jeunes au STO, a embauché plein de jeunes d'une vingtaine d'années. Et après, donc, il y a eu un deal, effectivement, avec les Allemands. C'est qu'il envoyait tous ces jeunes au STO en contrepartie de quoi lui pouvait recevoir de l'approvisionnement dans des produits qu'il lui fallait pour fabriquer ses médicaments. Voilà, c'est ça. Voilà, bien sûr. Alors, bon, on voit évidemment tout ce qui peut, à travers de tout ça. Enfin, on voit ces espèces ils sont comme des prisonniers de guerre, hein, mais pire encore que les prisonniers de guerre, parce que les prisonniers de guerre, les 2 millions de piou-piou qui sont allés en Allemagne, la queue entre les jambes, ils étaient plus ou moins ravitaillés par la Croix-Rouge, par le régime vichysois, etc. Ils avaient des colis, quoi. De temps en temps, on pensait à eux, ils savaient qu'ils n'étaient pas tous seuls, ils n'étaient pas abandonnés, tandis que les travailleurs obligatoires, eux, alors... ils étaient considérés, je sais pas, à la Libération, ils étaient considérés carrément comme des collaborateurs. Hein, attention, hein. Voilà, par les gens qui les avaient envoyés là-bas, hein, parce que attention, les gens qui les envoyaient là-bas, il y a un témoin, un homme qui témoigne de cette histoire où celui qui l'avait obligé à partir, un fonctionnaire français, qu'il avait foutu dans le train pour partir en Allemagne travailler, quand ils sont rentrés, ces pauvres gars, on les traitait de collabos, ils étaient traités comme des moins que rien, etc., ils échappaient parfois de justesse aux tribunaux d'épuration de la Libération, parce que à la Libération, il y avait 40 millions de résistants, faut pas se tromper. Hein. Alors voilà, ils faisaient du zèle, quoi, 40 millions de résistants. Vous imaginez, s'il y avait vraiment eu 40 millions de résistants, les Allemands n'auraient jamais pu s'installer en France. Bref. Alors bon, c'est très important de connaître, si vous voulez, cette période pour les jeunes gens, parce qu'évidemment, il y en a 600 000 qui se sont retrouvés là-bas, par de véreux pour la plupart, voilà, et qui en sont revenus en très mauvais état, parce que bon, évidemment, ils n'étaient pas traités tout à fait comme les gens qui étaient dans les camps d'extermination, mais parce qu'on en avait besoin pour travailler. Mais bon, ils étaient quand même assez maltraités, ce qu'on peut dire, surtout vraiment vers la fin, quoi. Quand il n'y avait plus rien, et les Allemands, évidemment, se servaient d'abord, et ce qui restait, et il restait rien, c'était pour les prisonniers. Voilà. Mais c'est vrai que relire les Ruskov de Cavana, ça, on comprend tout, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, voilà, oui, c'est pas très gai à regarder, mais si on n'a pas connaissance, si vous voulez, de cet épisode tragique pour ces 600 000 jeunes gens, et quand je pense que oui, enfin bref, je ne vais pas en tartiner trop, parce que bon, c'est pas le sujet. Voilà, c'est un film de Philippe Picard et Jérôme Lambert. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete
Jinete del pueblo que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. À Galopar, Paco Ibáñez.